Bonjour à toutes et tous, je suis Élodie Bardot, fondatrice de la méthode Cohérence et vous écoutez Antinomique. Ce podcast donne la parole à des personnes qui vivent alignées avec elles-mêmes et leurs valeurs dans tous les domaines de leur vie. Chaque épisode est l'occasion de se créer une parenthèse. À la rencontre de femmes et d'hommes qui nous partagent leur expérience, leur prise de conscience et les grandes leçons de vie qui les ont menés vers un alignement profond. Un alignement qui transforme, qui libère et qui mène à un épanouissement global. Émotion, partage, introspection. Mes invités se sont prêtés au jeu avec authenticité et vous allez découvrir toutes ces belles histoires. Et si vous avez envie, vous aussi, d'aligner votre vie à ce qui fait vraiment sens pour vous, je vous invite à découvrir le bilan de vie, l'outil qui révolutionne l'épanouissement sur méthode-cohérence.com. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à écouter ces épisodes. Et surtout, n'oubliez pas, l'alignement mène à l'épanouissement. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois une femme devenue une voix à part dans la littérature française contemporaine. Avec plusieurs millions de lecteurs, des romans traduits dans de nombreux pays et une communauté profondément attachée à son univers, Agnès Ledigue touche profondément par sa façon de parler des blessures humaines. Avant d'être écrivaine, elle a été sage-femme. Et je crois qu'on retrouve profondément cela dans ses romans, cette façon d'accueillir la fragilité, les renaissances et les liens invisibles entre les êtres. En 2013, elle reçoit le prix Maison de la Presse pour son roman Juste avant le bonheur. Et si cet épisode a autant de sens pour moi aujourd'hui, c'est aussi parce qu'Agnès Ledigue a accepté d'être la marraine de notre association Les Papillons du Cœur. Une association qui porte des valeurs profondément proches de son univers. L'humanité, la vulnérabilité, la nature, les liens entre les êtres et la résilience. Je suis très émue de la recevoir aujourd'hui dans Antinomique. Et puis, je lui ai réservé quelque chose de spécial pour la fin de cet épisode. Alors restez bien avec nous jusqu'au bout. Bienvenue Agnès Ledigue. Merci, bonjour Elodie. Bonjour Agnès. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter, mais qui est la femme? En quelques minutes, pas qui est l'auteur. Ah, qui est la femme? C'est toujours très difficile. Par quoi on commence? Est-ce qu'on parle de ses enfants? Est-ce qu'on parle de d'où on vient? Est-ce qu'on parle de ce qu'on aime, de ce qu'on fait? J'ai la chance de vivre dans une famille unie. Donc j'ai un mari, formidable, 3 enfants. Dont je suis, très fière. Alors il y en a un qui n'est plus là, mais les 2 autres sont de beaux enfants et hem et j'ai envie de me définir en tant que, hem, hem, à la fois sage-femme et puis, aussi ce lien que j'entretiens avec la nature qui me nourrit et qui nourrit les autres. Voilà, c'est une question très difficile, mais, je je pense que je suis une femme qui aime les relations aussi d'amitié, de soutien. Voilà, j'ai besoin des autres en fait enfin, on est tous des êtres sociaux, mais j'aime à la fois ma solitude, mais aussi le contact avec les autres. Mmh. Merci. Vous êtes passionnée par la nature, mariée à un agriculteur et je me demandais, est-ce que cette vie dans la nature auprès des animaux et écrire des romans, vous l'auriez rêvé enfant? Je pense que c'était inscrit au fond de moi parce que c'est un rêve qui s'est réalisé il y a 6 ans et en fait, quand on a visité la maison, moi, je me suis dit: «C'est là, c'est là où je dois être, pour le restant de mes jours» et bon, j'ai toujours, enfin, j'ai grandi dans une famille qui nous emmenait beaucoup, beaucoup dans la nature. On habitait dans un petit village, on allait jouer dans la forêt avec mes sœurs, on allait beaucoup se promener. Mes parents avaient un jardin potager. Hem, je Ma famille un petit peu plus étendue, parrain, marraine, et cetera. Il y avait vraiment ce lien avec la nature et hem et je pense que j'ai été puiser ça enfin,
mes grands-parents étaient aussi en lien avec la nature, il y avait quelque chose déjà à la base. On n'est pas du tout citadins, on a vraiment ce contact de avec le vivant et ouais, je pense enfin, j'ai toujours rêvé d'habiter dans une vieille ferme vosgienne avec cette grande porte en arche comme ça et je sais pas pourquoi, je suis née dans le massif vosgien donc c'est peut-être quelque chose qui était inscrit en moi mais là, j'ai réalisé ce rêve-là. D'accord. Je trouve ça toujours intéressant de poser cette question sur les rêves d'enfants, puisque souvent c'est quelque chose qu'on a pu, camoufler, qu'on n'a pas vraiment écouté, donc j'aime bien savoir un peu, si ça pouvait être là, en fait, déjà et donc par rapport à votre réponse, c'est le cas. Oui, c'est tout bête, hein, mais les vieilles fermes, sont je pense c'est pas que dans les Vosges, hein, mais c'est des maisons avec des murs très épais et je pense que quand j'étais toute petite et que j'allais dans une maison comme ça, je sentais une ambiance particulière. L'été, il faisait frais, Mmh. l'hiver, il faisait bon, il y avait le feu de bois, peut-être aussi une notion de protection aussi liée aux murs, assez épais et c'est vraiment ça c'est un détail tout bête, mais c'est vraiment ça qui me touche en fait, voilà, donc on a une maison avec des murs épais. Et le fait de devenir auteur? Ça pas du tout. Alors c'était pas du tout un je sais qu'il y a certains auteurs, certaines autrices dont c'est le rêve depuis toujours et moi en fait, je suis arrivée à l'écriture un peu par hasard. C'était mon c'était mon moyen de communiquer. Certains vont faire, de la musique, ou de la peinture ou une autre forme, d'art et moi ça a été l'écriture. J'ai toujours aimé écrire mais j'avais jamais écrit de roman. Et ça a été ma façon de mon média à moi pour exprimer des choses, en fait. OK, c'est incroyable parce que ça veut dire que c'est la vie qui vous a emmené là, en fait? Oui. Ah oui, oui, clairement, c'est des histoires un petit peu de hasard, de coïncidence, alors il y a le travail derrière, mais j'étais pas de formation, littéraire au départ. Je suis une scientifique à la base, bac scientifique, études d'agronomie, l'école de sage-femme. Hem Voilà, rien ne me prédestinait à être, autrice et c'est ce que je dis souvent quand je fais des interventions scolaires, c'est, ne vous inquiétez pas, vous allez changer de métier, vous allez vraiment changer de métier plusieurs fois dans votre vie et voilà, maintenant ce métier-là, je l'ai depuis 2011, ça va faire 15 ans, hem et puis j'en ai un autre aussi puisque je travaille à la ferme, j'ai été sage-femme, j'ai fait plein d'autres choses. En fait, on est cette somme de tout ce qu'on a fait et de tout ce qu'on va faire. Ouais. Quand j'étais étudiante, on avait une de nos profs qui nous avait dit: «Vous savez, vous êtes une génération, où il va y avoir un grand changement, en fait, avec vous et vous allez plus faire le même métier toute votre vie» et c'est vrai que Oui, par mais rapport aux parents, c'était pas ça du tout, en fait. on me le disait au collège, hein, la conseillère d'orientation nous disait déjà, donc c'était il y a une quarantaine d'années, hein, elle nous disait: «Vous ferez pas le même métier toute votre vie». Ça arrive, mais c'est rare, ça devient rarement le cas. Et même sage-femme, hein, on pourrait se dire c'est une vocation, on fait ça toute sa vie et puis en fait, c'est des concours de circonstances et je pense qu'il faut se laisser porter par la vie, par les opportunités qu'elle offre, par les besoins aussi parce qu'on n'a pas les mêmes besoins à 20 ans qu'à 30, qu'à 40, qu'à 50 et ouais, il faut se laisser porter par, ce qui nous anime en fait. Ouais et puis il y a aussi nos valeurs qui changent selon notre évolution de vie et ça fait un gros changement après sur le travail, je trouve. Les valeurs fondamentales, je sais pas si elles changent beaucoup, enfin moi j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont transmis des valeurs, de respect, de bienveillance, de soutien, d'entraide, de curiosité aussi, ce qui fait que c'est peut-être aussi pour ça que
changer plusieurs fois de métier et que je continue à me former, je crois qu'il ne se passe pas une année sans que je fasse une formation parce que j'aime apprendre et ça, c'est une ouverture d'esprit qu'on m'a transmis quand j'étais petite et qui reste, en fait. C'est cette curiosité, puis le oui, les valeurs humaines fondamentales, après on peut éventuellement, changer de combat quand on a des combats dans la vie, des causes à défendre, des choses comme ça, mais je pense que au fond, on garde ces valeurs fondamentales. Je vous rejoins complètement sur les piliers, en fait, les piliers fondamentaux. Ça, je vous rejoins complètement et c'est vrai que par rapport aux causes, je vois, j'ai un client que j'avais accompagné qui travaillait, à Genève dans une grosse entreprise d'horlogerie et en fait, lui, dans ses valeurs et dans les causes qu'il a voulu porter, il a vraiment, il y avait vraiment cette notion d'écologie, d'environnement et il ne supportait plus, de faire toute cette route et en fait, il y a plein de choses, il était plus en accord, même avec le travail qu'il faisait et c'est pour ça qu'il était venu, vers moi pour faire un bilan de compétences pour se réorienter et en fait, on est reparti de ses valeurs fondamentales, Mmh. mais Mmh. ses causes d'aujourd'hui et que ce serait quoi son alignement et il a fait un vrai changement et il est beaucoup plus heureux, maintenant. Vraiment, beaucoup plus heureux maintenant. Moi, j'aime bien, j'avais lu un jour un article, sur l'orientation justement, qui parlait des verbes de vie Oui, et qu'il faut pas essayer de choisir un métier pour le métier, mais en fonction de son verbe de vie et qu'un verbe peut embrasser plusieurs professions complètement différentes, mais auxquelles on n'aurait pas forcément pensé et je pense que mon verbe de vie, c'est prendre soin, et créer. Donc enfin, on peut avoir plusieurs verbes de vie aussi, qui se cumulent ou qui se complètent et mmh et je pense qu'on y revient toujours, en fait. On va et on va choisir des métiers qui correspondent à ce verbe-là, sinon on n'est pas heureux. On se lève le matin pour quelque chose qui ne nous convient pas, donc ça aussi, je le dis dans les collèges, les lycées, essayez de trouver votre verbe de vie et voilà, c'est pas facile, hein, c'est c'est une quête assez complexe, mais quand on l'a trouvé, c'est fabuleux parce qu'on peut choisir différents métiers, puis on se lève le matin, on se réalise, en fait. c'est exactement le sujet dont je voulais vous parler après, parce que je vous avais entendu justement sur une interview où vous parliez de ce verbe de vie et j'avais trouvé ça formidable. Donc c'est quelque chose que je vais rajouter sur mon bilan parce que je trouve ça non, mais je trouve ça vraiment intéressant et je suis d'accord avec vous que c'est pas facile à trouver. Que, bah, il y a tout un travail d'introspection, mais qui commence par se connaître soi et Mmh, ce sujet d'orientation scolaire, moi, il me touche beaucoup, et puis j'ai un de mes enfants qui est vraiment perdu et qui était en anxiété par rapport à ça et je lui disais: «En fait, là, ce qui va être intéressant, c'est quel est le chemin, le prochain chemin que tu vas prendre. Dans quel type de lycée tu vas aller. Le général, ça te correspond pas». Il était limite en phobie scolaire. Je fais: «Bah, écoute, on va regarder la voie professionnelle, mais ce que je te demande de réfléchir, c'est pas quel est le métier que tu veux faire, c'est pas ça. C'est quel est là le domaine qui t'intéresserait, où tu peux trouver un épanouissement, quelque chose qui te mmh, plaît». Et il l'a mmh. trouvé par hasard cette année, en se baladant dans un salon d'orientation pour son grand frère et il est venu me tirer la manche en disant: «Ah ça m'intéresserait». Je fais: Mmh. «Ah, bah, alors là, on a une piste». Mais c'est pas le métier. C'est le domaine. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, faut essayer de trouver ce qui donne envie de se lever le matin. Qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qui nous donne envie? Et hem et ouais, puis ça peut changer, hein, ça peut être, là, je pense que je vais doucement plutôt que de prendre soin, ça va être plus, protéger, heu et mmh et on peut, enfin voilà, on peut de nouveau repartir sur différentes pistes, sur différents chemins et c'est ça qui est intéressant, c'est que rien n'est figé et il faut juste, ouais, avoir envie de se lever le matin. Après complètement, ça fait une vraie différence.
C'est marrant parce que j'ai vos 2 livres là en tête et Un abri de fortune, je trouve que ça va bien, le prendre soin et Répondre à la nuit, le dernier, quand vous dites protéger. Je trouve que les verbes vont bien avec ces 2 livres. Oui, bah, c'est moi, hein. Oui, oui, Je les écris c'est toi. avec ce que je suis et c'est aussi une façon de me réaliser. Ouais, complètement et puis il y a cette évolution dont on parlait tout à l'heure. Oui, qui est forcément liée à plein de choses, très, très différentes, voilà, on croise des gens, on croise des situations, qui nous transforment et hem et en fonction de ça, je pense que l'existence est malléable, donc c'est comme une bulle de savon qui se déforme avec les courants d'air, en fait, hein. Elle flotte comme ça dans l'air et puis on la voit faire un peu ça. Nous, c'est pareil, on est dans il y a des courants d'air, légers, positifs, d'autres un petit peu plus difficiles à affronter et tout ça fait qu'on on prend le chemin, où le vent nous emmène, en fait. Dans votre livre, Un abri de fortune, vous racontez un lieu refuge qui a profondément touché vos lecteurs et vous nous avez d'ailleurs confié que, ils vous demandaient si un endroit comme celui-ci existait. Alors du coup, j'imagine que le fait qu'on ait créé une association qui mette dans la vraie vie ce que vous avez écrit sur un livre, ça a dû, vous faire quelque chose? C'était hyper touchant parce que c'est vrai qu'on m'a posé plusieurs fois la question: «Mais est-ce que ce lieu existe?» ben, non, j'en avais pas connaissance et nous, c'est un vrai travail donc nous, on a énormément de travail à la ferme, plus moi à l'écriture. Je pouvais pas imaginer créer moi ce lieu. Il faut aussi, un backup en termes de formation, d'accompagnement et donc c'était formidable parce que, bah, maintenant, quand on me demande, si ça existe, je peux dire: «Bah oui, il y a les papillons du cœur» et et c'est formidable parce que je pense que enfin, si je l'ai écrit, c'est que j'y crois. Je crois, à la vertu à la fois de la rencontre humaine, de ce lien avec le vivant qui aide à se reconstruire, en fait. Et pour les personnes qui nous écoutent et qui n'auraient peut-être pas encore lu le livre Un abri de fortune, est-ce que vous pouvez juste nous le raconter en quelques minutes? Oui, donc c'est l'histoire de Capucine et Adrien qui achètent une maison dans les Vosges, une vieille ferme vosgienne justement et qui vont en faire un alors ils sont tous les 2 un peu cabossés, lui ancien militaire, revenu du Mali, un p en choc post-traumatique, elle, qui a perdu ses parents alors qu'elle avait une petite sœur encore toute petite, qui s'en est occupée en fait, ils vont créer ce lieu à la fois pour eux, mais aussi pour accueillir les autres et donc on y retrouve dans Un abri de fortune, 3 personnes qui vont, séjourner ensemble dans cet endroit. Donc on a Rémi qui sort de prison, je dis pas pourquoi, il faut lire le livre. Hem, on a Karine qui a la quarantaine, qui sort de qui termine un burn-out et qui a besoin de remettre un petit peu le pied à l'étrier. Et puis, et Clémence qui est une jeune fille de 18 ans, qui sort de l'hôpital, qui est un petit peu, enfin on lui dit que là faut qu'elle y aille dans la vie là, faut qu'elle, faut qu'elle entre dans la vie parce qu'elle peut pas rester à l'hôpital, voilà, elle souffre d'anorexie, elle a 18 ans, donc il y a une notion de bascule, d'âge par rapport au centre d'accueil, où elle était et donc ces 3 personnages très, très différents vont se retrouver dans cet endroit et être obligés de cohabiter. Le principe de cet abri, c'est de vivre au même endroit, de partager la cuisine, les repas, d'avoir quand même chacun son espace, mais d'avoir des choses en commun et puis ils vont participer au travail sur la ferme, donc avec les chevaux, chercher les œufs, s'occuper du jardin et cetera
et c'est toutes ces relations à la fois humaines et animales et végétales qui font qu'ils vont en fait se soigner, eux-mêmes et soigner les autres en parallèle. Mmh. C'est un petit bijou. C'est un petit bijou se Merci. dire, vous verrez à la fin, ce que je vous ai réservé, vous comprendrez. J'en parle aussi et c'est ça, c'est vraiment prendre soin et ce que j'aime beaucoup dans tous vos romans, c'est, ces personnes qui sont cabossées. C'est quelles que soient les difficultés, les épreuves qu'on peut, traverser, c'est qu'il y a toujours ce moment, cette petite lumière. Il y a quelque chose qui est là et cet espoir, cette résilience et là, en fait, c'est les autres, c'est ce lien Mmh. et c'est tout ce que Les autres et ce qui nous entoure. c'est ça et ce qui nous entoure, la nature. La nature est tellement Mmh. guérisseuse, heu et c'est formidable, c'est formidable. Alors moi, j'ai Je ad pense que ce qui soigne et ce qui soulage et ce qui tient en vie, c'est l'émerveillement, la capacité d'émerveillement et c'est ce qu'on retrouve, enfin, je trouve que le vivant autour de nous, enfin le vivant, je ne sais pas comment le définir, certains parlent de la nature, certains parlent du vivant, de l'environnement. Si on veut intégrer à la fois le végétal, l'animal, le minéral n'est pas forcément vivant, donc c'est vraiment j'ai pas encore trouvé le mot pour définir cette, cette espèce d'écosystème dont on fait partie et qui est merveilleux en fait, mais tout est merveilleux, que ce soit le petit insecte, que ce soit une pierre qui est particulièrement belle, les nuages, enfin on peut s'émerveiller de tout en fait et je pense que c'est ça qui donne envie de vivre quoi, pour se dire, enfin, c'est la beauté du monde et la beauté du monde quand vous avez cet effet waouh, heu, ça ça nourrit, ça nourrit le cœur. complètement et quand on a fait donc ce premier séjour de l'association Les Papillons du Cœur, c'était étrange parce qu'il y avait quand même des synchronicités avec ce livre, c'était assez fou et t tout le monde était là aussi en bienveillance, enfin c'est incroyable ce qui s'est passé et j'avais l'impression qu'en fait on était dans votre livre. Mmh. C'était incroyable. Mais je pense que le principe même fait que, on va retrouver le même principe, quel que soit le cadre, la structure et cetera. Le principe, c'est l'entraide et c'est, c'est Pablo Servigne qui parle beaucoup d'entraide, heu, comme solution, aux problèmes de notre monde, en fait. Mmh, Et l'entraide, c'est quelque chose de très, très précieux, de très, nourrissant au niveau émotionnel, c'est à la fois ça fait à la fois du bien de se sentir aidé et d'aider les autres et comme de se sentir aimé et d'aimer les autres. C'est des verbes comme ça qui sont, dans une réciprocité, nourricière de enfin, l'humain a toujours même les animaux s'entraident, enfin, il y a les chevaux, des fois, ils se grattent, enfin, ils se grattent la crinière en parallèle comme ça, c'est de l'entraide. On en a besoin et je pense qu'on a besoin aussi de le faire et parce que oui, ça donne du sens. Ça donne du sens à notre présence et aux interactions humaines et il y a aussi l'entraide, entre nous et la nature, hein, moi quand j'arrose mes salades, elles poussent et après, elles me nourrissent donc c'est de l'entraide aussi. complètement et ça me fait tellement penser au bouddhisme. Dans le livre Le chat du Dalaï Lama, il explique vraiment bien cette notion de développement personnel. En fait, ce serait complètement biaisé de croire que c'est pour soi. Non, en fait, c'est du Mmh mh. développement personnel au service du collectif et si moi je vais Mmh. mieux,
que je comprends mieux de certaines choses, si je vais mieux, je vais pouvoir aider les autres, accompagner les autres et être au service du collectif et ça, mais je trouve que c'est extrêmement puissant, Mmh. extrêmement puissant. Mmh et alors du coup, je rebondis parce qu'en fait là, pour moi, on monte d'un étage encore. Donc on retrouve certains personnages du livre Un abri de fortune, mais si les gens l'ont pas lu, ils peuvent lire celui-ci sans problème. Ça, c'est ça que vous faites Oui. souvent, j'ai remarqué. On peut suivre le Alors fil ouais. sur les derniers romans, je l'ai fait un petit peu. Là, le prochain qui sortira l'année prochaine, je suis repartie sur d'autres personnages. Mais les 3 derniers, il y avait une espèce de pas une c'est pas une suite, mais il y a une espèce de continuité dans la vie des personnages et on dit pas lesquels on retrouve dans Répondre à la nuit, mais ouais, je me suis dit: «Ils ont encore des choses à dire, je vais encore les utiliser un petit peu pour raconter des choses» et voilà, ça collait bien avec ce que j'avais envie de raconter et c'est vraiment variable selon les romans, je choisis soit de reprendre un peu des personnages ou d'en créer des nouveaux et c'est un Mmh. peu au fil de l'eau et voilà. Là, c'est vrai que ces 3 là, La Toute Petite Reine, Un Abri de Fortune, Répondre à la nuit, il y a une espèce d'unité entre les 3. Bah, j'ai lu les 3 et je confirme et j'étais contente à chaque fois de les retrouver et là, je suis d'accord sur ce changement de verbe, puis quand vous parlez donc de protéger, où là, on Mmh. va aller sur une autre dimension encore, hem, mais j'ai pas oui, bien sûr que c'est engagé, évidemment, mais j'ai trouvé qu'il y avait une neutralité. Une vraiment une grande neutralité et que vous aviez plusieurs regards de différentes personnes et que vous arriviez à aller sur ces différents regards et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Oui, alors je pense que c'est, hem on est dans une société qui a perdu un petit peu la notion de débat, de réflexion, de discussion, d'échange, c'est on la société est devenue très polarisée, pour ou contre et je pense que c'est quelque chose qui m'atteint beaucoup parce que je parlais de mes parents, ils m'ont appris à verbaliser les choses, à communiquer, à échanger, à débattre. Hem et et je pense que c'est ce qui fait le ciment d'une société, de pouvoir, ne pas avoir les mêmes idées, mais échanger et parfois trouver des compromis pour vivre, ensemble, en fait et ça n'existe plus trop et je pense que j'avais besoin de montrer les différents points de vue qui possibles sans les juger forcément. Alors moi, j'ai mon idée à moi, évidemment, mais Heu, ce que j'aime quand j'écris, c'est faire réfléchir et qu'est-ce que je ferais à la place de ce personnage? Est-ce que je pense qu'il a eu raison ou pas? Est-ce que tel personnage est un peu excessif? Est-ce qu'il aurait pu faire autrement? Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça me parle pas? Et ça je trouve que ça peut faire avancer un petit peu la réflexion et le débat effectivement et là, c'est clairement sur la protection du vivant et qu'est-ce qu'on fait de comment on fait par rapport à ces gens qui ne respectent pas du tout le vivant? Parce que le vivant, l'environnement, enfin, voilà, ce que je disais tout à l'heure, ce qui nous entoure et parce que ça m'atteint profondément de enfin, je me rends compte que ça va pas, qu'il y a un problème, qu'on va droit dans le mur et qu'on y va de plus en plus vite et là, je suis contente parce que les médias commencent vraiment à en parler et il faut des canicules, il faut des choses comme là, fin mai, des du 35, 36, 37 degrés. Il faut que ça devienne excessif pour qu'on commence à en parler, à en prendre conscience et moi, ça fait enfin, j'entends parler d'écologie depuis que je suis gamine, donc c'est j'ai du mal à supporter qu'on puisse pas, faire, enfin, qu'il y ait des gens qui ne veuillent rien entendre de ce qui se passe, alors que c'est prouvé scientifiquement et c'est pour ça, je disais, je suis une scientifique à la base. Quand je vois des scientifiques qui ne sont ni crus,
ni écouté, ni cru, voire, qui sont menacés, parfois de mort, pour leurs propos. Je me dis: «Waouh, mais dans quel monde on vit?» C'est on a aussi évolué, grâce à la science et aujourd'hui on la remet en question, assez violemment, et il est question dans tout ce débat-là, il est question de nos vies, en fait. Et si c'est pas les nôtres personnelles, c'est celles de nos enfants. Mmh. Donc donc voilà, j'ai envie de secouer un petit peu les consciences, dire, «Bah, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait face à des gens qui écrasent, qui écrasent la nature alentour, qui l'exploitent, qui la détruisent?» C'est assez vertigineux comme constat. Ouais et c'est là où c'est bluffant parce que, c'est très habile, je trouve, ce roman Répondre à la nuit. Parce que oui, il y a toute cette notion-là, de la nature, la forêt, les animaux, la protection, mais il y a des histoires dans les histoires, dans les histoires. Il y a même une intrigue, policière, il y a de l'amitié et de l'amour. En fait, il y a plein, plein de choses. C'est là où j'ai trouvé ça extrêmement habile. On n'est pas en train de lire, un livre qui va être que sur, cette vision-là, pas du tout, en fait. Mmh. C'est le lieu, on est dans Et puis l'environnement, ouais. en fait, je fais souvent des romans en chorale où il y a beaucoup de personnages, où il y a beaucoup de choses très différentes qui se passent et mais parce que c'est juste la vie. Vous êtes jamais en monotâche dans la vie, il se passe toujours des choses, très complexes autour de vous, moi j'aimerais bien, hein, des fois me dire: «Bah, aujourd'hui, je fais ça, je fais ce truc-là et je ne fais que ça» et en fait, je me rends compte qu'on est tout le temps, on est tout le temps ballottés avec des imprévus, des oui, des rebondissements, et c'est pareil dans les amitiés, dans les amours, dans les métiers, dans nos relations au monde, en fait, la vie, c'est ça, c'est pas linéaire, c'est pas simple, c'est hyper complexe et hyper, enfin, c'est les rapides d'une rivière. Faut aussi une rivière avec des rapides et puis des moments calmes et puis de nouveau des rapides et mmh et nous, on est le petit bout de bois là qui qui descend, la petite brindille qui descend et qui bah, des fois, elle a des moments calmes et puis des fois, elle se fait balloter et puis du coup, elle découvre d'autres chemins et puis elle retrouve des moments calmes et c'est ça que j'essaie de transmettre dans mes romans. C'est la vie, c'est juste la vie, en fait, qui part dans tous les sens tout le temps. Et j'ai envie de rebondir sur votre image parce que et en fait, il y a des personnes sur la rive gauche et il y a des personnes sur la rive droite et qui vont Oui. et qui vont avoir une vision et les autres une autre vision et il y a une image que j'adore, que je montre toujours, dans mes, accompagnements collectifs. Vous la connaissez sûrement, c'est cette image, en noir et blanc. On ne sait pas si c'est un lapin ou un canard et si on demande aux Mmh. personnes: «Qu'est-ce que vous voyez?» en 3 secondes. Et bah, il y a la moitié ou les 3/4 qui vont dire le lapin et l'autre le canard. Et pour moi, ça, Mmh. c'est une clé. C'est cette Mmh. notion-là de tout voilà, toute cette notion, c'est une clé pour, nous, notre compréhension de nous-mêmes, des autres, pour un mieux vivre et c'est exactement ce que vous dites, c'est qu'il y a plus de débat et du coup, Oui. vous, là, vous en avez mis un, en fait, entre guillemets, c'est qu'en fait, vous nous avez mis du lapin et du canard. Sans attaquer, sans juger et typiquement, il y a un personnage où là, quand vous avez raconté ça, j'ai dit: «Ah ouais, génial». Moi, j'adore la psychologie, des personnes. C'est, Richemont. Quand vous avez été dans les profondeurs, en fait. Sa femme, sa mère, ce qui se passe et là, j'ai dit: «Merci Agnès». Non, mais vraiment, parce que c'est trop facile, je trouve c'est pas que c'est facile, je trouve aujourd'hui qu'on est en surface. Dans les critiques, dans tout ce qui se passe, on est en surface. On ne voit pas en dessous ce qu'il y a et là, vous y avez été Mmh. et des 2 Mmh. côtés et j'ai vraiment aimé ça. Ça, je pense que ça vient de mon côté sage-femme.
Parce que, en fait, quand un bébé arrive au monde, c'est tellement merveilleux, la vie, la puissance de la vie, c'est tellement merveilleux et miraculeux et magique que, on a du mal à se dire: «Ce petit être-là va devenir mauvais, va devenir méchant, va devenir, agressif, va peut-être, heu, frapper quelqu'un un jour, le tuer». Enfin voilà, c'est impossible parce que c'est la merveille du vivant et partant de là, j'ai réfléchi, je me suis dit: «Qu'est-ce qui fait que, au démarrage, il y a cette virginité?» Même si c'est pas le cas, il y a pas il y a on n'est jamais vierge de d'émotions ou quoi que ce soit, parce qu'on arrive avec déjà une histoire, familiale, c'est l'histoire des constellations et cetera. Mais, qu'est-ce qui fait que ce petit être va évoluer vers là ou vers là? Et je pense que tout est lié à l'amour. Je pense que Poutine et Trump n'ont pas eu, une enfance heureuse. Il a dû y avoir quelque chose qui a buggé à un moment donné parce que, hem, hem, quand il y a un amour, véritable et un je dis véritable parce que, on peut se tromper dans la définition de l'amour. Pour moi, l'amour véritable entraîne forcément le respect, la bienveillance, le le prendre soin et cetera, de façon, juste et quand on creuse sur le sujet du pervers narcissique, sur d'autres sujets, il y a toujours un problème de un problème émotionnel, en fait et c'est pour ça que j'aime bien creuser, décortiquer mes personnages, c'est-à-dire ce richement, je même si on n'excuse pas, on peut comprendre. Parce que quand on comprend, ça permet peut-être de changer la société C'est ça. et hem et mmh, je pense qu'on a des grosses lacunes de ça. Il y a beaucoup de souffrance et quand la souffrance est là dès la naissance, ben, après elle se répercute, et elle entraîne des drames. Heu, voilà, j'ai la chance d'être née dans une famille qui était équilibrée, qui était aimante, même si on a tous, hein, nos un peu nos casseroles et cetera et je me rends compte que, ben, j'ai transmis ces valeurs-là à mes enfants et j'ai des enfants que je trouve équilibrés et bienveillants et gentils, respectueux et j'ose espérer que s'ils ont un jour des enfants, ils transmettront ça aussi. Quand vous êtes né, en étant, maltraité ou comment vous faites pour transmettre des choses justes à vos enfants? Là, je suis effarée de voir le drame en France de l'accompagnement des enfants, de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance. Il y a des problèmes dans les familles d'accueil, il y a des problèmes de place, il y a des problèmes de structure, faut les aider ces enfants-là. Il y a tout l'accompagnement, psychologique, psychiatrique de notre jeunesse en difficulté là, même dans des familles, où ça se passe bien, hein. Il y a des enfants, des adolescents qui vont pas bien et qui ne sont pas pris en charge. Heu, il y a plein de choses comme ça dans la société qui font qu'on prend pas soin de la difficulté au départ et après, ben, ça va en se dégradant. Tout bêtement, hein, ma fille, aimerait être orthophoniste. Elle a fait un stage, chez une orthophoniste. Elle avait 200 personnes sur sa liste d'attente. Il y a des orthophonistes qui ont 2 ans d'attente. Pendant ce temps-là, l'enfant de 7 ans, 8 ans, qui a des difficultés de dyslexie, de autre n'importe quelle difficulté, va continuer avec cette difficulté-là et l'installer dans sa vie, dans ses apprentissages et cetera et ça, on peut le reproduire dans plein de domaines différents. C'est le prendre soin à la base qui n'est pas là, qui n'est pas organisé par la société et qui fait défaut et qui entraîne des problèmes après. Là, je suis partie loin dans dans la réflexion, Et mais
Je vous rejoins et je vous écoutais et je me disais: «Ah, j'aimerais tellement que les personnes vous entendent parce que je trouve que c'est extrêmement juste» et je pensais à cet humoriste que j'aime beaucoup, Edgar Yves, je ne sais pas si vous voyez qui c'est? Il est assez rigolo et alors il a une théorie, il part du principe que tous les êtres, humains sont au départ mauvais et en fait, quand j'écoute ça et moi je me disais: «Non, je suis pas d'accord, j'aimerais trop échanger avec lui». Pour moi, tous les êtres humains sont au départ souffrants et en fait, c'est Mmh. ça qui va faire la différence et quand je vous avais demandé, par exemple, vos valeurs, votre valeur principale, vous m'avez dit: «Respect, empathie, ouverture d'esprit». Vous en avez reparlé là et en fait, ce que vous avez Mmh. mis au-dessus, bah, c'est l'amour. Mmh. C'est ça qui va faire la différence et le prendre soin, bah, ça va être donner de l'amour. Dans vous parlez des enfants, ASE, j'imagine que vous faites aussi le lien avec le film Compostelle avec Alexandra Lamy et c'est Mmh. ce film est extraordinaire et Mmh. c'est de l'amour dont Ouais, il avait besoin, ce jeune. ouais, et de limites. Ah oui, Ça on rejoint l'éducation, mais et c'est là que je parle d'amour juste parce que je pense que l'amour juste pose des limites. Moi, quand j'étais sage-femme, je faisais la préparation à la naissance et tout, on parlait un petit peu de l'éducation, tout ça, et je leur disais, un enfant, il a besoin, c'est un peu comme quand vous descendez une piste de ski, vous avez la liberté de la largeur de la piste, mais vous avez les filets au bord qui vous empêchent de tomber, en fait, et je pense qu'il y a aujourd'hui des enfants qui n'ont plus ces filets de limites qui délimitent un petit peu le chemin à prendre, tout en laissant une certaine liberté dans ce chemin. Et et d'ailleurs, les enfants à qui on remet des limites sont assez reconnaissants parce que je pense qu'ils sentent instinctivement qu'ils en avaient besoin, et des enfants qui sont éduqués sans aucune limite, ça fonctionne pas très bien, hein, ça fonctionne pas très bien. Et donc c'est ça pour moi l'amour juste, je parlais du pervers narcissique, j'avais étudié sur le sujet pour un de mes romans, et le pervers narcissique a souvent souffert d'un problème de pas d'amour ou trop d'amour. C'est-à-dire un amour envahissant, un amour étouffant, donc un amour pas juste, en fait. Et hem et ouais, je pense que la base, elle est là, quoi. J'en reviens à dire, Trump et Poutine, je sais pas ce qu'ils ont eu comme amour dans leur toute petite enfance, mais je pense que ça a dû, il a dû y avoir quelques défaillances pour devenir comme ça aussi, ben, irrespectueux de la vie, hem et de l'équilibre de chacun. Enfin, on est quoi là sur terre? On est juste des êtres humains de passage, qui ont pas trop demandé grand-chose, hein. On est de passage, et de quoi on a besoin? On a juste besoin d'être respecté, en fait, dans ce qu'on est, dans ce qu'on il faut garder l'optimisme parce que, heu, c'est intéressant de faire le lien avec la nature qui nous entoure. Il y a C'est très rapide la résolution des problèmes. C'est-à-dire que, hem, heu, si vous laissez, faire les choses, les écosystèmes se régénèrent très, très vite, et je pense que c'est pareil pour une société. Quand on arrête de quand on arrête de mettre des pesticides, la vie revient. Et si on fait un parallèle avec les humains, on est assaillis de choses, en cide, de ouais. hem, on a aussi nos propres pesticides qui nous détruisent, en fait, la pression, l'exigence, les codes à remplir, d'images, corporelles, enfin voilà, les la société nous met plein de choses comme ça qui nous détruisent, et à partir du moment où on revient à quelque chose de plus, simple et sain, je pense qu'on peut assez rapidement, modifier l'écosystème humain pour retrouver quelque chose de beau, et j'en reviens à l'entraide, c'est l'entraide sans enfin voilà, nous on vit dans un hameau, heu
dans un petit hameau en dehors du village où, tout le monde se connaît, et on s'entraide et on n'est pas d'accord, hein, sur certaines choses, hein. Il y a des on sait que des fois, c'est mieux de pas parler de politique ou c'est mieux de pas parler de tel sujet ou tel sujet. Par contre, on peut compter les uns sur les autres. On sait qu'on est là les uns pour les autres, quel que soit, quel que soit le ouais, les idées des uns et des autres, on est là au niveau humain, pour s'entraider et ça, c'est hyper précieux parce que c'est ça la clé d'une société, en fait. C'est la clé et je pense à l'épisode que j'ai fait avec Stéphane Toureau qui a été vice-champion du monde d'apnée où il parle de cette entraide-là auprès de la nature, en fait, de l'environnement. Qu'à partir du moment où, on va justement avoir se développer nous, on va pouvoir ensuite faire cette entraide, mais avec l'environnement, si on prenait soin de cette terre, en fait, Mmh. des humains, de la terre et la Bah, clé. on ne on le je cite souvent Jean-Noël Riffel, qui est un directeur de d'OFB, qui dit, «L'émerveillement est le premier pas vers le respect» Ah. et j'en reviens à ce que je disais, quand on s'émerveille de ce qui nous entoure, on n'a pas envie de le détruire. Quand on aime quelqu'un, on n'a pas envie quand on aime de façon juste, toujours, on n'a pas envie de le détruire. Là, enfin, voilà, les violences conjugales, la personne qui dit à l'autre: «Mais je t'aime» et qui la tabasse, c'est pas de l'amour. Ça n'est pas de l'amour, c'est impossible. L'amour véritable implique du respect, c'est évident et c'est pareil entre humains et c'est pareil, d'humain aux animaux, à la nature, voilà, le respect, c'est l'amour et le respect, c'est la base, quoi et le respect découle de l'amour. Vous avez tout dit, Agnès. Je suis, ah oui, vous avez tout dit. Alors, ce que je vous propose, comme on arrive vers la fin de l'épisode, c'est que pour la première fois, ça va être différent. Vous allez voir. En fait, le mot de la fin, c'est moi OK, qui vais le faire. OK. Sauf que je vous ai écrit une lettre et vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vais me concentrer sur ma lettre et je vais pas trop vous regarder après à la fin pour tenir. D'accord? Oui. Allez, c'est parti. Par pudeur et peut-être aussi par peur d'un trop-plein d'émotions, j'ai choisi de vous écrire une lettre. Une lettre pour vous parler de ce lien mystérieux qui relie parfois des étrangers. Et j'ai découvert, presque par hasard, que vous faisiez partie du fil invisible de ma vie, que vous êtes comme un maillon de mon cheminement, et moi, quelque part, peut-être, un ricochet sur le vôtre. Je vous ai entendu dire dans une interview que le but de la vie était probablement que chacun fasse sa part. Je l'ai immédiatement relié à la légende du petit colibri. Faire sa part, élever les gens, élever les âmes. Alors je ne peux pas vous remettre une légion d'honneur, mais aujourd'hui, j'aimerais vous raconter à quel point vous avez été déterminante dans ma vie, mon hommage à moi, et pourquoi c'était une évidence de vous inviter dans ce podcast. Il y a eu 2 événements majeurs. Je ne vais pas vous les raconter de manière chronologique mais émotionnelle, parce qu'au fond, c'est comme ça qu'ils vivent encore en moi. Le premier remonte à 2024. L'homme que j'aimais tant m'a quitté la veille de la Saint-Valentin. La rupture a été d'une violence émotionnelle immense pour moi, parce qu'encore une fois, dans cette relation, j'avais développé une dépendance affective très forte. J'étais sous emprise. J'ai eu la sensation physique de ne plus pouvoir respirer, comme si on m'avait retiré l'oxygène. Quelques jours plus tard, j'ai été voir une thérapeute pour qu'elle m'aide. Je n'y arrivais pas seule. Elle m'a dit une phrase qui m'a marquée. Elle m'a confié qu'en me voyant, elle avait eu l'impression que j'étais allongée au sol, en train de me vider de mon sang. Et cette image me parlait tellement, parce que c'était exactement ça. Quand on est hypersensible, tout se vit de manière démesurée. À la fin du rendez-vous, elle m'a parlé d'un banc. Le lendemain, je partais à Bandol, dans un lieu refuge au bord de la mer. J'avais pris un livre dans ma pile de lecture. Je ne sais même pas pourquoi j'avais choisi celui-là précisément. C'était Un abri de fortune. J'avais déjà lu beaucoup de vos romans, alors je savais que j'allais être embarquée. Mais ce livre a fait bien plus que me distraire ou me réconforter. Il m'a réveillée.
Il m'a littéralement fait l'effet d'un coup de poing. Parce qu'avant cette relation, j'avais un rêve profondément gravé à l'intérieur de moi qui était lié au décès de ma maman il y a 18 ans, car je l'ai connue en dépression et sous médicaments toute sa vie. J'avais le rêve de créer une association pour aider des personnes en détresse mentale à retrouver l'élan de vivre, à remonter du fond de la piscine. Et en lisant votre livre, j'ai réalisé que pendant ces 18 mois de relation, j'avais fait une sorte d'auto-amnésie de moi-même. J'étais devenue tellement focalisée sur la réussite de ce couple que j'avais oublié mes projets de cœur. Et en tournant les pages, c'était comme si quelque chose me criait « Mais enfin, Élodie, réveille-toi ! Tu ne vois pas que c'est exactement dans un endroit comme celui-ci que ton projet peut prendre vie ?» Quelques jours après mon retour, je me suis rendue à une journée de constellation familiale parce que je voulais sortir de cette dépendance affective. Et c'est là que j'ai rencontré Catherine Ollier. C'est elle qui a joué mon rôle pendant la constellation. En échangeant après la séance, nous avons découvert plusieurs points communs, dont le prénom de notre fils, Enak. Un prénom pourtant très rare. Alors nous avons échangé nos numéros pour nous revoir. Et la suite, vous la connaissez déjà. Grâce à Catherine, Marion et Maxime, nous avons donné naissance à l'association Les Papillons du Cœur. Et puis, il y a eu ce moment extraordinaire où nous vous avons rencontré en visio, une heure bouleversante. À la fin, nous vous avons demandé de devenir la marraine de l'association, parce que c'était une évidence et c'était votre livre qui nous avait conduits jusque-là. Et je me souviendrai toujours des larmes que nous avons partagées quand vous avez dit oui. Aujourd'hui encore, un abri de fortune est posé dans la bibliothèque de ma chambre, bien en évidence, parce qu'il représente un tournant dans ma vie. Et vous allez trouver peut-être ça étrange, mais ce n'est que plusieurs semaines plus tard que j'ai réalisé qu'il y avait un banc sur la couverture du livre et que j'ai fait le lien avec le même banc dont m'avait parlé cette thérapeute, comme un petit clin d'œil de la vie. Mais ce que nous ne savions pas, ce que moi je ne savais pas, c'est qu'il y a 2 semaines, pour préparer notre épisode de ce jour, en écoutant un podcast de RCF, j'ai découvert que vous aviez un tatouage représentant un papillon au niveau du cœur en hommage à votre fils. L'émotion est montée, et là, j'ai compris la force du symbole, parce que notre association s'appelle justement Les Papillons du Cœur, comme si quelque chose nous avait guidés sans qu'on le sache. Le deuxième événement majeur remonte à 2018. Cet été-là, j'ai lu votre roman, Juste avant le bonheur. L'histoire de ce petit garçon de 5 ans, atteint d'une leucémie, m'avait profondément bouleversée. J'avais énormément pleuré. Et puis, quelques jours après la rentrée scolaire, mon fils Ethan, qui venait tout juste d'avoir 6 ans et d'entrer en CP, est tombé malade. Je l'ai emmené chez le médecin pendant la pause déjeuner et nous ne sommes pas retournés à l'école ce jour-là. Nous sommes partis directement aux urgences pendant 10 jours. Ethan a été diagnostiqué diabétique de type 1 dans un état critique. Cette épreuve a été la plus terrible de ma vie. Parce que quand il s'agit de son enfant, il y a quelque chose en nous qui hurle « Prenez-moi tout, mais pas lui ». Et pourtant, ce séjour à l'hôpital aurait pu être totalement différent si je n'avais pas lu votre livre quelques semaines auparavant. C'était étrange. Je pensais constamment à ce petit garçon de votre roman du même âge que le mien. Lui était atteint d'une maladie incurable, pas mon fils. Il pouvait tout de même vivre avec de l'insuline. Et cette pensée m'aidait à relativiser au milieu du chaos. Je me suis aussi inspirée de cette maman qui transformait la chambre d'hôpital de son enfant en une vraie chambre de vie. Alors, dès le 2e jour d'hospitalisation, je suis revenue avec des draps, une couette, des jouets, des peluches. Les infirmières me regardaient avec des yeux immenses en me disant « Mais c'est incroyable ce que vous faites, on n'a jamais vu ça ». Et je leur répondais « Ce n'est pas moi. J'ai lu un livre cet été ». Et ce que je ne savais pas, et que j'ai découvert très récemment, c'est que cette histoire venait de votre propre vie, que cette maman c'était vous. Et quand je l'ai découvert dans ce podcast où vous racontiez la perte de votre petit garçon Nathanaël, j'ai pleuré immédiatement. Parce que depuis toutes ces années, sans le savoir, vous aviez mis de la lumière dans le moment le plus douloureux de ma vie. Et lui aussi, à sa manière, avait été là pour moi. Et puis, il y a ce dernier clin d'œil de la vie. Avec presque les mêmes lettres au Scrabble, on pourrait écrire les prénoms de nos garçons.
Nathanaël et Ethan. Et quand j'ai regardé la signification du prénom Agnès, j'ai découvert cette idée de lumière, d'élévation, de pureté intérieure. Et je me suis dit que ça vous ressemblait profondément. Je voulais vous dire tout cela aujourd'hui, parce qu'à votre manière, à travers vos livres, vous avez fait votre part du colibri avec moi. Vous m'avez élevée, et je suis certaine que je suis loin d'être la seule parmi les millions de personnes qui vous lisent. Alors vous l'avez compris, le mot merci n'est pas assez grand. Ce que je ressens pour vous, c'est une immense gratitude, et mon cœur bat très fort aujourd'hui, parce que j'ai la sensation que vous êtes comme un petit ange sur mon chemin. Moi, je pleure à chaque fois qu'on est en visio ensemble. Ça va pas du tout. Merci beaucoup, c'est très, très touchant, mais je pense qu'on a, il y a un petit ange effectivement qui veille sur nous et hem et en fait, quand on perd un enfant, on a pas envie de rester et moi, ce qui m'a fait rester, c'est de trouver du sens. Il fallait que je trouve du sens à ma vie et je pense que c'est ça qui m'a amenée à l'écriture. Il fallait que mon existence ait du sens et le sens, c'était prendre soin des autres. Et c'est pour ça que j'écris des histoires qui racontent des gens qui se reconstruisent parce que je me dis: «Chaque personne peut s'identifier, au personnage et puis, peut-être aller un petit peu mieux après» et je suis toujours très touchée quand je vois, à quel enfin, l'impact de mes livres. J'ai une personne, à au Sables d'Olonne, j'avais fait une conférence là-bas. Elle est venue à la conférence et quelques semaines après, elle m'a dit, en assistant à la conférence, j'ai décidé de réaliser mon rêve. J'ai toujours rêvé d'être clown à l'hôpital pour les enfants et elle a franchi le pas. Elle s'est formée, elle est devenue clown à l'hôpital pour les enfants et et c'était extraordinaire parce que ça change des vies. Et maintenant, elle prend soin aussi à travers ça et voilà, donc je suis super touchée. Merci beaucoup. Je vous en prie, moi aussi je suis très, très touchée et ouais, c'est marrant parce que j'ai l'impression de voir des petits papillons en fait. Vous voyez, quand on parle de l'effet papillon et c'est ce que vous faites et j'avais vraiment envie de vous faire cet hommage-là parce que c'est Merci. incroyable en fait, ce que vous apportez. Donc merci à vous Agnès. Je vous souhaite une belle Merci, ça donne du sens. oui, vraiment. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a inspiré autant qu'il m'a touché. Pour en savoir plus sur ce podcast, sur mes invités ou sur le bilan de vie, rendez-vous sur méthode-cohérence.com. Et si vous connaissez des personnes qui vivent pleinement alignées avec elles-mêmes et que vous aimeriez entendre ici, je serais ravie de recevoir vos suggestions. Vous pouvez me les envoyer directement sur Instagram ou LinkedIn sur mon compte Élodie Bardot. Si ce podcast vous parle, vous inspire, vous fait du bien, alors vous pouvez nous aider à le faire connaître en le partageant autour de vous, en laissant une note, un commentaire ou simplement en parlant à une personne que cela pourrait toucher. C'est grâce à vous et à ce bouche à oreille précieux qu'Antinomique pourra continuer à vivre longtemps et à toucher encore plus de belles personnes en chemin. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et que votre journée soit lumineuse et alignée. Et bien sûr, retrouvez Antinomique sur toutes les plateformes de podcast habituelles.